Je m'appelle Hélène Mercer, 38 ans, ancienne conseillère d'orientation au lycée de Springfield, Missouri. Le sous-sol sentait le moisi et la rouille, une odeur que j'avais appris à la fois à détester et à considérer comme un repère de mon existence. 10 ans. C'est le temps que j'ai passé ici, piégée dans les entrailles sombres de ce qui était autrefois ma propre maison. Les murs de béton, jadis étrangers et terrifiants, étaient devenus aussi familiers que mon propre reflet l'était autrefois. Rebecca, ai-je crié, ma voix enrouée après des années à crier le même nom. Rebecca, s'il te plaît, je suis ta mère. Seul le silence me répondait. Je me souviens du jour où c'est arrivé comme si c'était hier. C'était le 18e anniversaire de Rebecca, et j'avais préparé son gâteau au chocolat préféré avec une garniture à la framboise. Ma fille agissait étrangement depuis des semaines distantes, calculatrice, m'observant avec des yeux qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. J'avais mis cela sur le compte des hormones adolescentes, peut-être le chagrin persistant suite à la mort de son père 3 ans plus tôt. Le dîner d'anniversaire était inhabituellement agréable. Rebecca souriait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. J'ai quelque chose à te montrer en bas, dit-elle après le gâteau. J'ai travaillé sur un projet dans le sous-sol. Je l'ai suivi dans les escaliers en bois qui craquaient, curieuse que ma fille réservée partageait quelque chose avec moi. Le sous-sol était notre espace de rangement non fini-sols en béton, tuyaux exposés, une seule ampoule pendant du plafond. Où est-ce, ma chérie ai-je demandé, me retournant vers les escaliers. C'est alors que j'ai vu son expression changer. Son visage s'est transformé en quelque chose de méconnaissable froid, déterminé, presque alien. C'est pas un quoi, maman. C'est un pourquoi. Avant que je puisse comprendre ses paroles, Rebecca a grimpé les escaliers avec une vitesse inattendue. J'ai bondi en avant, mais mon pied s'est pris dans un pot de peinture, m'envoyant m'étaler. Au moment où j'ai atteint le haut des escaliers, j'ai entendu 3 verrous lourds se mettre en place. Rebecca, ai-je crié, frappant à la porte. Que fais-tu? Sa voix a traversé le bois étrangement calme. Je suis désolée que ça doive se passer ainsi, maman, mais tu ne m'as jamais laissé le choix. Les premiers jours ont été un flou de cris et de tentatives désespérées pour briser la porte. Rebecca avait pensé à tout. La porte avait été renforcée. Les petites fenêtres du sous-sol avaient été scellées avec du béton. La seule ouverture était une petite trappe pour chat au bas de la porte, par laquelle nourriture et eau apparaissaient à intervalles irréguliers. J'ai marqué le temps en gravant des traits sur le mur avec un clou rouillé. 7 jours sont devenus 30, puis 1 an. Rebecca me parlait parfois à travers la porte, expliquant comment elle avait raconté à tout le monde que je m'étais enfuie avec un homme rencontré en ligne. Elle leur avait montré de faux emails, des messages textes qu'elle avait créés depuis mon téléphone. Tout le monde me croit, disait-elle. L'argent de l'assurance vie de papa est sur mon compte maintenant. Tu n'existes plus, maman. Le sous-sol est devenu mon univers. J'ai créé une routine quotidienne, des exercices pour empêcher mon corps de se détériorer complètement. J'ai rationné la nourriture, stocké l'eau quand elle venait en abondance. Parfois, je prétendais être au travail, conseillant des élèves sur leurs problèmes. Un jour, environ 2 ans plus tard, une note est arrivée avec ma nourriture. J'ai trouvé tes journaux, disait-elle. Je sais tout maintenant. C'est de la justice, pas de la cruauté. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Mes journaux, les journaux intimes que j'avais gardés cachés dans une boîte verrouillée, le sang s'est retiré de mon visage quand j'ai réalisé ce qu'elle avait pu découvrir les secrets que je gardais, la vérité sur son père, sur qui était vraiment Rebecca. Aujourd'hui marque exactement 10 ans depuis que la porte s'est fermée. Mais quelque chose est différent. J'ai entendu des camions de déménagement déhir. Et ce matin, pour la première fois en une décennie, une clé a glissé vers moi sur le béton. Attachée à celle-ci, une note de l'écriture de Rebecca. Il est temps que nous parlions, face à face. Je tiens la clé maintenant, ma main tremblant alors que j'approche de proche de la porte. Quoi qu'il m'attende de l'autre côté, je sais que notre histoire est loin d'être terminée. Avant le sous-sol, nous étions ce que tout le monde appelait une famille parfaite. David, mon mari, était un chirurgien cardiothoracique respecté. Je guidais des adolescents en difficulté en tant que conseillère. Rebecca était notre unique enfant brillante, belle, apparemment bien équilibrée. Nous vivions dans une maison de style colonial dans un quartier huppé. Notre vie ressemblait à une page de magazine brillante. Mais la perfection n'est souvent qu'un emballage pour les secrets. David et moi nous sommes rencontrés à l'université. Nous sommes mariés jeunes et avons passé 5 ans à essayer d'avoir un bébé avant l'arrivée de Rebecca.
Elle était notre miracle. David l'adorait, l'appelait sa petite princesse. Je me souviens de les regarder ensemble, quand elle était petite, ses grandes mains guidant, ses petites mains alors qu'il plantait des bulbes de tulipes, et me sentir si complète. J'aurais dû savoir que ce genre de bonheur était trop fragile pour durer. Les fissures ont commencé à apparaître quand Rebecca a eu 13 ans. La consommation d'alcool de David est devenue plus importante, plus fréquente. Il rentrait tard, sentant le scotch, son tempérament à fleur de peau. Je trouvais des excuses pour Rebecca quand il manquait ses récitals. Papa sauve des vies, lui disais-je, regardant son visage s'affaisser avant qu'elle ne hoche la tête, avec trop de compréhension pour une enfant. Quand Rebecca avait 15 ans, j'ai découvert la première ecchymose sur mon bras, 5 marques de doigts où David avait serré trop fort pendant une dispute. J'ai porté des manches longues pendant une semaine et me suis dit que c'était un accident. L'ecchymose suivante était plus difficile à expliquer un assombrissement autour de mon œil qu'aucun maquillage ne pouvait totalement dissimuler. Rebecca m'observait avec des yeux perspicaces, ne disant rien mais voyant tout. La pire nuit est arrivée quand Rebecca avait 16 ans. David est rentré ivre et furieux. J'ai envoyé Rebecca dans sa chambre, mais elle est restée en haut des escaliers, regardant David me coincer dans un coin. Il a frappé le mur à côté de ma tête avec son poing. J'ai trouvé ma voix et lui ai dit de partir. Il a saisi ma gorge, ses mains de chirurgien coupant mon air. Je voyais des poings danser quand Rebecca est apparue, brandissant un vase en cristal. Lâche-la, a-t-elle dit, ou je jure que j'appelle la police. David m'a relâché, a tourné sa rage vers notre fille, l'a traitée d'ingrate. Je me suis interposée et lui ai dit de partir. Il l'a fait, les pneus crissant dans l'allée. Rebecca et moi sommes restés assis sur le sol de la cuisine toute la nuit. Le 3e jour, des policiers sont apparus à notre porte. David avait enroulé sa voiture autour d'un arbre à 140 km/h. L'autopsie a montré que son taux d'alcoolémie était 3 fois supérieur à la limite légale. Les 3 années suivantes ont été un brouillard de chagrin et de reconstruction. Rebecca s'est repliée sur elle-même. Ses notes sont restées parfaites, mais ses amitiés se sont flétries. J'ai essayé de l'atteindre, à la fois en tant que mère et avec ma formation professionnelle, mais elle a construit des murs que je ne pouvais pas escalader. Pendant ce temps, j'ai déversé mon chagrin et ma culpabilité dans mes journaux, écrivant la laideur de notre mariage, les secrets que j'avais gardés, le soulagement que je ressentais parfois que David soit parti. L'argent de l'assurance nous a donné une sécurité financière. J'ai continué à travailler parce que j'avais besoin de routine. Rebecca s'est jetée dans ses études, accumulant réussite et lettres d'acceptation à l'université. En surface, nous guérissions. En réalité, nous étions en équilibre au bord de quelque chose, bien que je ne sache pas quoi. La veille du 18e anniversaire de Rebecca, je l'ai trouvée dans l'ancien bureau de David, lisant des revues médicales. J'essaie juste de me sentir proche de lui, a-t-elle expliqué avec un sourire vide. Cette nuit-là, je l'ai entendue se déplacer dans la maison bien après minuit. Quand j'ai appelé, elle dit qu'elle prenait juste de l'eau. Je me suis rendormie, ignorant qu'elle faisait les préparatifs finaux de ce qui deviendrait ma prison. La porte a grincé en s'ouvrant, et pour la première fois en 10 ans, j'ai franchi le seuil. La lumière à l'étage était aveuglante, et j'ai protégé mes yeux d'une main tremblante. Mes jambes se sentaient instables à ce qu'elle me portait dans ce qui était autrefois ma cuisine. Tout était différent: les armoires, les comptoirs, les appareils électroménagers. Une maison d'étranger construite au-dessus de ma prison. C'est alors que je l'ai vue, Rebecca, non plus l'adolescente de 18 ans qui m'avait enfermée, mais une femme de 28 ans. Elle était assise à une table de cuisine que je ne reconnaissais pas, ses mains enroulées autour d'une tasse. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, coupés en un carré élégant qui encadrait un visage qui avait perdu sa douceur juvénile. Elle ressemblait plus à David que jamais, les mêmes pommettes acérées, les mêmes yeux calculateurs. Elle m'a regardé émerger du sous-sol comme un scientifique observerait un spécimen. « Tu as l'air différente », a-t-elle finalement dit. « Assieds-toi, maman. » Ce n'était pas une demande. « Pourquoi maintenant ?» Ma voix est sortie comme un râle. « Pourquoi me garder là-bas pendant 10 ans, si tu allais finalement me laisser sortir ?» Rebecca a pris une gorgée de sa tasse. « J'avais besoin de temps », a-t-elle dit simplement. « Du temps pour comprendre, du temps pour construire ma vie, du temps pour décider quoi faire de toi. » Elle parlait de moi comme si j'étais un objet, un problème à résoudre plutôt qu'une personne, sa mère, qui avait été emprisonnée contre sa volonté.
Tu n'avais pas le droit, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Criminel. Un sourire froid a traversé son visage. C'est riche, venant de toi. Elle a sorti de sous la table un livre familier en cuir mon journal. Elle l'a ouvert et a commencé à lire à haute voix. 2 novembre. David est encore rentré ivre. Il a dit des choses horribles à Rebecca au dîner. Je suis restée assise là sans rien dire. Quel genre de mère suis-je? J'avais tort, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mes joues. J'aurais dû le quitter. J'aurais dû être plus forte. Mais rien ne justifie ce que tu m'as fait. Elle a fermé le journal. Je n'en suis même pas encore à la pire partie, a-t-elle dit, sa voix étrangement calme. La vraie raison pour laquelle je t'ai enfermée là-bas. Elle a jeté un dossier Manila sur la table. Ouvre-le. D'une main tremblante, j'ai fait ce qu'elle demandait. À l'intérieur se trouvaient des rapports médicaux, des résultats de laboratoire, des tests ADN. Mes yeux ont parcouru les pages, ne comprenant pas au début. Puis la vérité m'a frappé comme un train en marche. Ce n'est pas possible, ai-je dit, la regardant avec horreur. C'est forcément une erreur. Ce n'est pas une erreur, a dit Rebecca. J'ai fait les tests plusieurs fois après avoir trouvé tes journaux. David n'était pas mon père biologique. La pièce semblait basculer. C'était vrai, j'avais eu une brève liaison au début de mon mariage, pendant une période difficile où David et moi étions séparés. Je ne l'avais jamais dit à personne. Je m'étais convaincue que Rebecca devait être de David. Comment l'as-tu découvert? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Tu as écrit tes soupçons dans ton journal. Sur comment tu me regardais parfois et voyais lui ton amant dans mon sourire, mes manières. Comment tu vivais dans la peur que David découvre un jour la vérité. La voix de Rebecca était détachée. C'est pourquoi tu étais la victime parfaite. Les abus de David se sont intensifiés quand j'ai atteint la puberté, quand j'ai commencé à moins lui ressembler et plus à qui que soit mon vrai père. Le pire, a poursuivi Rebecca, se penchant en avant, c'est que tu as laissé David me maltraiter émotionnellement, psychologiquement sachant que je n'étais même pas sa fille. Tu m'as sacrifié pour garder ton secret. Ces mots étaient précis, calculés pour blesser. Quand il est mort, j'ai cru que c'était fini. Mais ensuite j'ai trouvé tes journaux, la vérité sur qui je suis. As-tu la moindre idée de ce que ça m'a fait? De découvrir que toute mon identité était un mensonge. J'ai tendu la main à travers la table, essayant de prendre la sienne, mais elle s'est brusquement écartée. Rebecca, s'il te plaît, ai-je supplié. Ce que j'ai fait était mal, impardonnable même. Mais je t'aimais, je t'ai toujours aimé. Tu n'as jamais été une erreur pour moi, jamais une obligation. Tu étais mon miracle. Elle m'a regardée avec une telle haine que j'ai physiquement reculé. Épargne-moi ton discours de conseillère, a-t-elle dit. 10 ans étaient suffisants pour que je construise une vie sans toi. Je ne t'ai pas libérée parce que je te pardonne. Je t'ai libérée parce que j'avance. Je vends cette maison, je quitte Springfield. J'avais besoin de décider quoi faire de toi d'abord. Le dossier de rapports médicaux était posé entre nous comme une grenade dégoupillée. Rebecca m'observait avec un détachement clinique, tandis que je luttais pour trouver mes mots. Son nom était Julian, ai-je finalement dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Julien Rive. Il était professeur à l'université communautaire, où je suivais des cours du soir, pendant que David faisait sa résidence. L'aveu semblait à la fois trivial et monumental, après tant d'années de silence. L'expression de Rebecca n'a pas changé. Est-ce que ce Julien était au courant de mon existence? A-t-elle demandé, son ton étrangement contrôlé. J'ai secoué la tête. Non. Au moment où j'ai réalisé à 11 que j'étais enceinte, David et moi nous étions réconciliés. Il était si heureux pour le bébé. Je me suis convaincue que tu étais de lui. J'ai avalé difficilement. J'ai pris un rendez-vous pour un test ADN foie quand tu avais 2 ans. J'ai conduit jusqu'à Say. Louis pour que personne ne nous reconnaisse. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc tu as choisi l'ignorance, a dit Rebecca platement. Tu as choisi la facilité plutôt que la vérité. Ces mots me blessaient par leur justesse. J'avais choisi la voie de la moindre résistance. J'avais construit notre vie sur une fondation d'incertitude et de tromperie. David était un bon père au début. Ce n'est que plus tard que les choses ont changé. Le rire de Rebecca était dur. Les choses ont changé quand j'ai commencé à moins lui ressembler. Quand la puberté est arrivée et que soudain mes traits ont commencé à ressembler à ceux d'un étranger. La réalisation m'a frappée avec force. Elle avait raison.
Le comportement de David envers Rebecca avait radicalement changé vers son 13e anniversaire. Son comportement autrefois adorateur s'était transformé en quelque chose de critique et froid. Tu as passé des années à essayer de lui plaire, de regagner son amour, a poursuivi Rebecca. Je pensais que c'était ma faute s'il avait changé. Mais ça n'a jamais été à propos de moi. C'était à propos de tes mensonges. Je suis tellement désolée, ai-je murmuré, ces mots pathétiquement inadéquats. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû le quitter la première fois qu'il t'a parlé cruellement. J'étais lâche. Rebecca s'est brusquement levée, arpentant la cuisine. Tu étais pire qu'une lâche. Tu étais complice. Sais-tu ce que c'est de voir sa mère maltraitée et d'être incapable de l'arrêter? Et puis de découvrir que le monstre qui te tourmentait n'était même pas ton vrai père? Où est-il maintenant? A-t-elle demandé soudainement. Julien, mon père biologique. Est-il toujours à Springfield? J'ai hésité. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu ni parlé avec lui depuis avant ta naissance. Il est parti enseigner dans une université du Colorado cette même année. Les yeux de Rebecca se sont rétrécis avec suspicion. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Tu as eu des années pour avouer, même avant. Elle a vaguement fait un geste vers la porte du sous-sol. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt à mentir, ai-je dit simplement. Parce que tu mérites la vérité, même si elle arrive des décennies trop tard. J'ai pris une profonde respiration. Rebecca, ce que tu m'as fait est impardonnable, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Je comprends la rage et la trahison qui t'ont poussé. Je n'ai pas besoin de ton pardon ou de ta compréhension, a-t-elle dit froidement. Je ne t'ai pas libérée pour une réconciliation. Je t'ai libérée parce que je pars à Celle la semaine prochaine. J'ai accepté un poste dans un hôpital de recherche là-bas. Je ne pouvais pas exactement te laisser enfermée dans le sous-sol d'une maison que je vends. Son explication pratique pour ma libération m'a glacée. Que m'arrive-t-il maintenant? Ai-je demandé, soudain consciente d'être complètement à sa merci. Rebecca m'a étudiée pendant un long moment. Ça dépend, a-t-elle finalement dit, de ta volonté de faire quelque chose pour moi d'abord. Un sentiment de prémonition m'a envahi. Je veux le trouver, a-t-elle dit. Julien. Mon vrai père. Je veux savoir qui je suis, d'où je viens. Et tu vas m'aider. Comment pourrions-nous même commencer à le chercher? Ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne me sentais. Julien pourrait être n'importe où maintenant. Rebecca s'est levée pour récupérer un ordinateur portable. Elle l'a ouvert, a tapé brièvement, puis a tourné l'écran vers moi. Julien Rive, Payed. Actuellement professeur titulaire de littérature comparée à l'université de Denver. L'écran montrait une photo professionnelle d'un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux noirs striés d'argent et aux yeux familiers des yeux identiques à ceux de Rebecca. Tu as été minutieuse, ai-je murmuré, incapable de détacher mon regard du visage de Julien. Qu'attends-tu exactement de moi? Si tu sais déjà où il est, pourquoi as-tu besoin de mon aide? Rebecca a fermé l'ordinateur d'un coup sec. Parce que j'ai besoin de savoir s'il est comme David, a-t-elle dit platement. J'ai besoin de savoir si la cruauté coule dans mon sang des deux côtés. La question m'a transpercée. Après tout ce temps, ma fille cherchait encore des réponses sur qui elle était vraiment. Julien n'était pas cruel, ai-je dit doucement. Il était gentil, attentionné. D'où d'une manière que David n'a jamais été. J'ai fait une pause. Mais Rebecca, même s'il avait été cruel, cela ne te définirait pas. Nous choisissons tout ce qui nous devenons. Son rire a même m'a coupé. Comme j'ai choisi d'emprisonner ma propre mère pendant une décennie, ne me fais pas la leçon sur les choix quand t'es toute mon existence. Voici comment ça va se passer, a dit Rebecca, tout à fait professionnelle maintenant. Demain, nous allons à Denver. Tu m'aides à l'approcher, à faire les présentations. Tu lui diras qui je suis, tu expliqueras tout. Après ça, je déciderai quoi faire de toi. Elle parlait comme si elle discutait d'une simple course plutôt que d'une confrontation qui allait changer des vies. Et quelle histoire racontons-nous sur où j'ai été ces 10 dernières années? Le sourire de Rebecca était mince. Nous lui dirons que tu m'as retrouvé vivant dans un refuge pour sans-abri à Kansas City. Le mois dernier, que tu avais eu une crise psychotique, il y a des années, et que tu t'es garé, que tu avais perdu la mémoire. La cruauté calculée de son mensonge, se présentant comme la fille dévouée, et moi comme la mère instable ne m'a pas échappé. Et il croira ça? Ai-je demandé avec scepticisme. Rebecca a haussé les épaules. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. De plus, tu as l'apparence parfaite après une décennie sous terre. Les traits émaciés.
La pâleur tuait l'image parfaite de quelqu'un qui a vécu dans la rue. Elle avait raison. Mon reflet montrait une étrangère mise jusqu'à la fragilité, cheveux striés de gris, peau qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des années. Que se passe-t-il après d'Anvers? Ai-je demandé. Si je fais ça pour toi, qu'est-ce qui se passe ensuite? M'aideras-tu à récupérer ma vie? L'expression de Rebecca est restée neutre. Une étape à la fois, maman. D'abord Julien, puis nous discuterons de ton avenir. Pour l'instant, tu devrais te doucher et te changer. Nous partons tôt demain. Elle m'a conduite à ce qui était autrefois notre chambre d'amis, maintenant transformée en espace stérile et impersonnel. Un ensemble de vêtements était soigneusement plié sur le lit. N'essaie pas de quitter la maison. Le système de sécurité est armé, et les voisins trouveraient étrange de voir une femme qu'ils n'ont jamais rencontrée se promener. Alors qu'elle se tournait pour partir, je l'ai appelée. Rebecca. Malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour de ces 10 années. Elle ne s'est pas retournée, mais j'ai vu ses épaules se raidir. L'amour sans action n'est qu'un mot, a-t-elle dit doucement. C'est toi qui me l'as appris. La porte s'est refermée derrière elle d'un clic décisif, me laissant seule avec le poids de ses paroles. Je me suis dirigée vers la salle de bain, confrontée à mon reflet complet pour la première fois en une décennie. La femme qui me regardait était un fantôme joue creuse, yeux enfoncés, peau parcheminée et pâle. Alors que l'eau chaude d'un luxe que j'avais presque oublié cascadait sur mon corps, j'ai commencé à élaborer un plan. Rebecca voulait trouver Julien pour ses propres raisons. Mais si cette réunion pouvait aussi servir mes objectifs, si Julien pouvait être un allié, un témoin de mon existence, quelqu'un qui pourrait m'aider à récupérer ma vie. Rebecca était brillante, méthodique, mais elle avait commis une erreur critique, elle introduisait une variable qu'elle ne pouvait pas totalement contrôler. L'autoroute s'étendait devant nous comme une promesse de liberté, bien que je sache mieux que de confondre mouvement et libération. Rebecca conduisait avec une précision mécanique, sa posture rigide sur le siège du conducteur. J'étais assise à côté d'elle, regardant le paysage familier du Missouri céder la place aux plaines du Kansas. Après une décennie sous terre, l'immensité était presque douloureuse, submergeant mes sens de couleur et de profondeur. Tu dois te souvenir de l'histoire, a dit Rebecca, brisant le silence tendu. Nous nous sommes reconnectés, il y a 2 mois, quand je t'ai trouvé à Kansas City. Tu vivais dans la rue depuis des années après avoir eu une dépression suite à la mort de David. Tu as des souvenirs fragmentés de ta vie passée. Elle récitait cette fiction avec un détachement clinique. Et quelle est ma motivation pour vouloir retrouver Julien maintenant, après toutes ces années? Ai-je demandé, essayant d'identifier les failles dans son histoire. Les mains de Rebecca se sont resserrées sur le volant. Ta thérapie s'est concentrée sur la résolution des traumatismes passés. Une partie de ton processus de guérison implique de faire amende honorable, de trouver une clôture avec les personnes importantes de ton passé. Je te soutiens dans ce voyage en tant que ta fille et en tant que professionnelle médicale. Le mensonge était élégant dans sa simplicité, tissant ensemble vérité et fiction d'une manière difficile à réfuter. Et tu pratiques la médecine depuis combien de temps? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de la vie qu'elle avait construite pendant que j'étais emprisonnée. Une lueur de fierté a traversé son visage. J'ai terminé mes études de médecine à l'Université de Washington il y a 4 ans. J'ai fait ma résidence à la clinique Mayo. Je me spécialise dans les troubles neurologiques induits par les traumatismes. L'ironie ne m'a pas échappé, la femme qui avait infligé un traumatisme profond consacrait maintenant sa vie professionnelle à étudier ses effets sur le cerveau. M'étudiais-tu là-bas? Ai-je demandé, la question s'échappant avant que je puisse l'arrêter. Étais-je ta première étude de cas? La voiture a légèrement dévié alors que Rebecca tressaillait. Ce n'est pas productif, a-t-elle dit froidement, mais je ne pouvais pas laisser tomber. Réponds-moi, Rebecca. Mon emprisonnement était-il une sorte d'expérience pour toi? As-tu pris des notes sur ma détérioration psychologique? Non, a-t-elle claqué, sa façade clinique se fissurant. Ce n'était pas comme ça. Il ne s'agissait jamais d'études ou d'observations. Il s'agissait de justice, de conséquences pour tes choix, de créer un espace sûr pour que je construise ma vie sans le rappel constant de tes échecs. L'explication m'a glacé plus que la colère ne l'aurait fait. Elle croyait vraiment qu'elle était justifiée, que m'enfermer pendant une décennie était une réponse proportionnée à mes manquements en tant que mère. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant routier quelque part dans l'est du Colorado. La normalité du cadre banquette en vinyle, odeur de café et d'oignons grillés était surréaliste après mes années d'isolation.
J'ai commandé des pancakes, désespérée de manger autre chose qu'un sandwich passé par une trappe pour chat. Mange lentement, a conseillé Rebecca. Ton système digestif n'est plus habitué à la nourriture de restaurant. Même son inquiétude semblait clinique plutôt que maternelle. Quand as-tu commencé à soupçonner? Ai-je demandé en coupant soigneusement mes pancakes. À propos de David n'étant pas ton père, Rebecca remuait son café méthodiquement. Je pense que j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. La façon dont il me regardait parfois, comme s'il cherchait en vain à se retrouver dans mes traits. Mais je n'ai eu de preuve qu'après avoir trouvé tes journaux à sa mort. Tu écrivais tes soupçons sur comment la forme de mes yeux et mon sourire te rappelaient Julien. En fin d'après-midi, la silhouette de Danvers est apparue. Rebecca nous a conduites vers un hôtel-boutique du centre-ville où elle avait réservé une suite à son nom. Nous nous reposerons ce soir, a-t-elle ordonné en entrant dans la chambre. Demain matin, nous irons à l'université. Julien donne un séminaire à 10 heures. Le fait qu'elle connaisse son emploi du temps confirmait ce que je soupçonnais, cette confrontation avait été méticuleusement planifiée. À la tombée de la nuit, je me tenais à la fenêtre, regardant les lumières s'allumer à travers la ville. Quelque part là-bas, Julien Rêve vaquait à ses occupations, ignorant que demain apporterait un changement sismique à sa compréhension de son passé. Ignorant qu'il avait une fille. Ignorant que la femme qu'il avait brièvement connue, 30 ans plus tôt, avait passé les 10 dernières années emprisonnée dans un sous-sol par cette même fille. « Repose-toi, » a dit Rebecca, me remarquant à la fenêtre. Demain sera. Intense, alors qu'elle retournait à son ordinateur portable, je me suis retournée vers la fenêtre, mon reflet fantomatique contre les lumières de la ville. Demain je verrai Juliane après presque 30 ans. Demain pourrait être ma seule chance de changer la dynamique de pouvoir entre Rebecca et moi, de trouver un allié, de commencer à récupérer ma vie volée. Le campus de l'université de Danvers s'étendait devant nous, bâtiments de briques rouges et chemins bordés d'arbres peuplés d'étudiants se précipitant vers leur cours du matin. Rebecca s'est garée dans un parking visiteur, vérifiant son reflet dans le rétroviseur avant de se tourner vers moi. « Souviens-toi du plan, » a-t-elle dit, sa voix tendue par une tension contrôlée. Nous l'approchons après la fin de son séminaire. Tu établis le contact initial pendant que je reste légèrement en retrait. Tu te présentes, expliques qui je suis, puis je rejoins la conversation. Nous avons facilement trouvé le bâtiment du département d'anglais, suivant les panneaux vers un amphithéâtre où le séminaire de Julian se terminait. Des étudiants sont sortis, engagés dans des discussions animées. Rebecca et moi nous tenions sur le côté, surveillant la porte. Quand il est finalement apparu, un sac de messager en cuir sur l'épaule, mon cœur s'est douloureusement serré dans ma poitrine. Il avait l'air plus âgé, bien sûr cheveux plus argentés que noirs maintenant, mais incontestablement Julian. Les mêmes yeux pensifs, le même léger sillon entre les sourcils alors qu'il réfléchissait à la question d'un étudiant. Maintenant, a murmuré Rebecca, me donnant une légère poussée alors que le dernier étudiant partait. Je me suis approchée sur des jambes instables, mes mots répétés s'évaporant. Julien, ai-je dit? Ma voix à peine audible. Il s'est retourné, une curiosité polissée dans la place à un choc alors que la reconnaissance se faisait. Hélène? Mon Dieu, est-ce vraiment toi? J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Il m'a regardé de haut en bas, prenant en compte ma silhouette trop mince, mon apparence prématurément vieillie. Que t'est-il arrivé? Tu as l'air. Il s'est interrompu, trop gentil pour finir sa pensée. C'est une longue histoire, ai-je réussi à dire, jetant un coup d'œil à Rebecca. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Elle s'est approchée d'un pas mesuré. Voici Rebecca, ai-je dit, ma fille. Julian a souri poliment, tendant la main à Rebecca. Enchanté, a-t-il dit, ne comprenant pas encore. J'ai pris une profonde inspiration. Notre fille, Julien. Rebecca est notre fille. La couleur a quitté son visage alors que sa main retombait. Ce n'est pas possible, a-t-il dit automatiquement, mais ses yeux scrutaient déjà les traits de Rebecca, voyant les similitudes indéniables. Elle a 28 ans, ai-je dit doucement. Fais le calcul. Son regard a volé entre nous. La confusion cédant la place à la compréhension. Mais tu es retourné vers ton mari, a-t-il dit. Tu m'as dit que le bébé était de lui. La douleur brute dans sa voix m'a prise au dépourvu. Je le croyais, ai-je dit. Ou je me suis convaincue de le croire. J'avais tort.
Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé, a interrompu Rebecca. Julien l'a acquiescé, hébété, nous conduisant à son bureau dans le couloir. Le petit espace était exactement comme je l'aurais imaginé, étagère remplie de volumes bien usés, copies d'étudiants, soigneusement empilées sur le bureau. Il a fermé la porte derrière nous, s'appuyant contre son bureau. Depuis combien de temps sais-tu? A-t-il demandé, s'adressant à Rebecca plutôt qu'à moi. J'ai découvert la vérité à mes 18 ans, a répondu Rebecca, sa voix ferme. Mon père, l'homme qui m'a élevée, est mort quand j'avais 15 ans. 3 ans plus tard, j'ai trouvé les journaux de ma mère détaillant sa liaison avec toi et ses soupçons sur ma paternité. J'ai fait faire des tests ADN pour confirmer. Julian a passé une main dans ses cheveux striés d'argent, visiblement luttant pour traiter cette révélation. Et tu n'as jamais pensé à me le dire? A-t-il demandé, se retournant vers moi avec accusation. Tu m'as laissé croire, tu m'as laissé passer 28 ans, sans savoir que j'avais une fille. Avant que je puisse répondre, Rebecca a poursuivi son récit soigneusement construit. Ma mère n'a pas été bien. Après la mort de David, elle a subi une grave crise psychotique. Elle a disparu peu après que j'ai commencé l'université. J'ai passé des années à la chercher, pour finalement la trouver, il y a 2 mois vivant dans les rues de Kansas City. L'expression de Julien s'est adoucie de sympathie en me regardant à nouveau, voyant non seulement une ancienne amante vieillie, mais une femme endommagée par la maladie mentale. Mon Dieu, Hélène, je n'avais aucune idée, a-t-il dit doucement. Je suis tellement désolée. Une partie de son processus de rétablissement implique de résoudre les relations passées, a poursuivi Rebecca sans heurts. Te trouver était important pour elle et pour moi. Je voulais savoir d'où je venais. Sa performance était impeccable, fille concernée, le médecin dévoué aidant sa mère troublée à guérir. J'ai regardé le visage de Julian alors qu'il étudiait Rebecca plus attentivement maintenant, se voyant dans ses traits avec un émerveillement croissant. J'aurais dû te le dire, ai-je dit, saisissant un moment pour dire la vérité au milieu des mensonges de Rebecca. Ne pas te parler de Rebecca a été la plus grande erreur de ma vie. J'ai souligné ces derniers mots, regardant directement Julien, voulant qu'il entende le double sens. Plus grande que tu ne le crois. Rebecca a légèrement bougé, un avertissement dans sa posture. J'ai continué prudemment. J'ai perdu tellement de temps, j'ai été absente si longtemps. Il y a des choses dans ma vie qui sont difficiles à expliquer, difficiles à croire. Voulez-vous déjeuner? A demandé Julien, dirigeant la question vers nous deux mais regardant Rebecca. Il y a un café tranquille à proximité où nous pourrions parler davantage. Rebecca a vérifié sa montre, un geste calculé pour paraître attentionné plutôt que contrôlant. Ce serait bien. Maman passe une bonne journée aujourd'hui, mais nous devrions rester relativement brefs. Trop de stimulation peut être accablant pour elle après son expérience. Au café, je me suis excusée pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment seul. Dans la petite salle de bain, j'ai regardé mon reflet, reconnaissant à peine la femme qui me regardait. Le coût physique de mon emprisonnement était évident dans mon visage émacié, les rides prématurées autour de mes yeux, les mèches grises dans mes cheveux autrefois châtains. Mais c'était le regard hanté dans mes yeux qui révélait vraiment ce que j'avais enduré. Comment Julien ne pouvait-il pas le voir? La réponse était simple, la version de Rebecca était plus acceptable que la vérité. Julien, ai-je dit en revenant, interrompant leur conversation, pourrais-je te parler en privé un moment? Les yeux de Rebecca ont lancé un avertissement. Julien apparut surpris mais a acquiescé. Bien sûr, Rebecca, ça te dérange. Elle a rassemblé son sac, me lançant un regard significatif, avant de se diriger vers l'entrée du café. Une fois qu'elle était hors de portée de voix, Julien s'est tourné vers moi avec inquiétude. Est-ce que ça va? Hélène. Tu sembles tendu. C'était mon moment. Julien, écoute-moi attentivement, ai-je dit, gardant ma voix basse. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent avec Rebecca et moi. Je n'ai pas vécu dans la rue. Je n'ai pas été malade mentalement. Son front s'est plissé de confusion. Je ne comprends pas. Où étais-tu? Alors, je me suis penchée plus près. Piégée. Enfermée. J'ai besoin de ton aide, mais je ne peux pas tout expliquer maintenant. Elle nous surveille. S'il te plaît, si tu as jamais tenu à moi, n'accepte pas tout pour argent comptant. Questionne les choses. Regarde plus profondément. L'expression de Julien est passée de la confusion à l'inquiétude. Hélène, que dis-tu? A-t-il demandé, sa voix basse. Est-ce que tu me dis que Rebecca n'est pas honnête sur ta situation?
J'ai jeté un coup d'œil nerveux vers l'entrée de café. Le sous-sol. Ai-je murmuré avec urgence. 10 ans dans le sous-sol. Pas dans la rue. Elle m'y a gardé après avoir découvert la vérité sur toi. Juliane a légèrement reculé, l'incrédulité évidente dans ses yeux. C'est une médecin, Hélène. Elle semble complètement stable, rationnelle. Elle est rationnelle, ai-je sifflé désespérément. C'est ce qui la rend si terrifiante. Regarde mes mains. Je les ai tendues à travers la table, montrant les callosités et les petites cicatrices dues à des années à gratter le béton, à des tentatives d'évasion échouées. Elles ne viennent pas de la vie dans la rue. Je n'ai pas vu le soleil depuis une décennie, Julien. Ses yeux se sont élargis en examinant mes mains, le doute commençant à éroder son scepticisme initial. Mais pourquoi ferait-elle? Notre conversation a été interrompue alors que Rebecca approchait, se glissant dans son siège avec un sourire étudié. Désolée pour ça, a-t-elle dit avec aisance. Un de mes patients a eu une complication. Elle a regardé entre nous, sentant instantanément le changement d'atmosphère. Tout va bien? Julien s'est éclairci la gorge. Nous discutions juste du fait qu'il est remarquable que nous soyons tous assis ici ensemble après tant d'années, a-t-il dit, son ton décontracté, mais ses yeux vigilants. La vie prend des tournants si inattendus. J'aimerais faire partie de vos vies à l'avenir, a dit Julien prudemment, testant le terrain. Si c'est quelque chose que vous voulez toutes les deux. Il m'a regardé directement en disant cela, communiquant silencieusement qu'il avait entendu ma supplique. Nous retournons à Springfield demain, a répondu Rebecca avant que je puisse parler. Mais je déménage à Seattle bientôt pour mon nouveau poste. Peut-être pourrions-nous organiser des visites, des appels téléphoniques. Je comprends, a dit Julien, adoptant son ton professionnel. En fait, j'ai un congé sabbatique qui arrive le semestre prochain. Peut-être pourrais-je faire cette recherche à Springfield. Cela nous donnerait à tous une chance de mieux nous connaître. La suggestion est restée en suspens, une contre-mesure délibérée à la tentative de Rebecca de maintenir la séparation. C'est très généreux, a-t-elle finalement dit. Mais comme je l'ai mentionné, nous ne serons plus à Springfield très longtemps. Seattle est magnifique, a doucement persisté Julien. J'ai des collègues à l'université de Washington. Je pourrais organiser pour passer une partie de mon sabbatique là-bas également. Le sourire de Rebecca est resté fixe, mais je pouvais sentir son malaise croissasse à cette déviation de son plan. Cela pourrait marcher, a-t-elle concédé, bien que son ton suggère le contraire. Nous devrions échanger nos coordonnées avant de partir. Julian a sorti son téléphone, créant une nouvelle entrée de contact. J'aimerais aussi avoir votre adresse à Springfield, a-t-il dit avec désinvolture. J'aimerais vous envoyer des livres à toutes les deux. Rebecca a hésité presque imperceptiblement avant de réciter son adresse. J'ai mémorisé la façon dont les doigts de Julien bougeaient sur son écran, noté la manière délibérée, dont il m'a regardé pour s'assurer que je savais qu'il documentait tout. Nous devrions probablement retourner à l'hôtel bientôt, a dit Rebecca, vérifiant sa montre. Maman se fatigue facilement ces jours-ci. Elle essayait de terminer la rencontre, de m'éloigner de la présence de Julien avant que je puisse communiquer davantage. En fait, a interrompu Juliane, j'espérais montrer à Hélène la collection de livres rares dans notre bibliothèque avant votre départ. Je serais heureux de vous montrer à toutes les deux, a-t-il ajouté quand l'expression de Rebecca s'est légèrement assombrie. À la bibliothèque universitaire, Julien s'est positionné subtilement entre Rebecca et moi, créant un moment où sa vue était brièvement obstruée par une haute vitrine. Dans cet instant, il a pressé quelque chose dans ma main, un petit papier plié. Je l'ai glissé dans ma poche, sans regarder, le cœur battant, à cet échange dangereux. Pendant un tel moment, alors que Rebecca se penchait pour examiner un manuscrit sous verre, il a murmuré « Je te crois. Je vais t'aider. » Alors que les détectives se préparaient à escorter Rebecca au poste, la porte d'entrée s'est ouverte pour laisser entrer un des déménageurs, presse-papier en main. « Madame, nous avons chargé tout sauf la table de cuisine et les chaises comme demandé. Voulez-vous que nous attendions ou… » Il s'est interrompu, sentant clairement la tension dans la pièce. Le déménagement est reporté, l'a informé le détective Wilson professionnellement. Vous et votre équipe pouvez partir pour aujourd'hui. Le déménageur a acquiescé, se retirant rapidement de l'atmosphère chargée. Rebecca l'a regardé partir, sa stratégie de sortie soigneusement construite s'effondrant sous ses yeux. En quittant la bibliothèque, Rebecca a réaffirmé son contrôle,
prenant mon bras dans ce qui paraîtrait aux observateurs extérieurs comme un geste de soutien, mais que je reconnaissais comme une prise de possession. J'étais charmant, a-t-elle dit à Julien, mais nous devrions vraiment ramener maman à l'hôtel pour qu'elle se repose maintenant. Julien nous a accompagnés jusqu'au parking, maintenant la façade plaisante tandis que ses yeux transmettaient une compréhension plus profonde. Je serai en contact très bientôt, a-t-il dit de manière significative, alors que nous nous préparions à partir. Je veux faire partie de vos deux vies. Alors qu'il m'embrassait, il a rapidement murmuré à mon oreille. Lis le mot. Tiens bon. Puis il a reculé, levant la main en signe d'adieu alors que Rebecca me guidait vers la voiture. De retour à l'hôtel, Rebecca a commandé le service en chambre pour le dîner, me gardant constamment dans son champ de vision. Le mot que Julien m'avait glissé brûlait dans ma poche, mais je n'avais aucune opportunité de le lire en privé. Ce n'est que lorsque Rebecca est allée prendre une douche que j'ai finalement eu un moment seul. D'une main tremblante, j'ai déplié le petit papier. Dans une écriture soignée se trouvait un numéro de téléphone, une adresse, email et un message. J'appelle des amis policiers à Springfield ce soir. Reste en sécurité. Détruis ceci. J'ai mémorisé les coordonnées, puis déchiré le mot en minuscules morceaux et les ai jetés dans les toilettes. Quand Rebecca est sortie de la salle de bain, j'étais assise calmement au bord de mon lit, extérieurement composée tandis que mon esprit fourmillait de possibilités. Pour la première fois en 10 ans, j'avais un allié. Pour la première fois, il y avait une chance que mon emprisonnement soit découvert, que Rebecca fasse face aux conséquences de ses actes. Mais nous devions encore retourner à Springfield demain 8 heures sur la route, suivie d'une période inconnue, dans la maison avant que les amis policiers de Julien puissent enquêter. Le matin du Colorado s'est levé frais et clair. Rebecca bougeait avec l'efficacité précise d'un chirurgien en emballant nos affaires. J'étais assise au bord de mon lit, l'observant tandis que mon esprit fourmillait de possibilités. Julien connaissait maintenant la vérité ou du moins assez pour soupçonner que quelque chose n'allait pas profondément. Il avait promis de l'aide. Mais à quelle vitesse cette aide viendrait-elle? Ses contacts policiers à Springfield le croiraient-ils? Et plus immédiatement, comment survivrais-je aux 8 heures de route de retour avec la suspicion croissante de Rebecca? La première heure de conduite s'est passée dans un silence tendu. Rebecca gardait la radio éteinte, son attention divisée entre la route et des coups d'œil périodiques vers moi. Je regardais par la fenêtre, essayant de mémoriser le paysage, les sorties, les marqueurs d'autoroute, tout ce qui pourrait aider si une opportunité d'évasion se présentait. Il n'était pas ça à quoi je m'attendais, a finalement dit Rebecca. Julien, il était plus présent que je ne l'avais anticipé, plus intéressé à être impliqué. Il y avait une note de surprise authentique dans sa voix. À quoi t'attendais-tu? Ai-je demandé prudemment, étudiant son profil. Dans la lumière du matin, la ressemblance avec Julien était frappante, même pli pensif entre les sourcils, le même regard analytique. Je m'attendais à une clôture, a-t-elle admis. Des informations sur mon bagage génétique, peut-être quelques aperçus de mes aptitudes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille une relation. La vulnérabilité dans sa confession était discordante après des années de son détachement clinique. Qu'as-tu dit à Julien hier? A-t-elle demandé brusquement, alors que nous nous arrêtions pour prendre de l'essence, juste à l'intérieur de la frontière du Kansas. Et ne me mens pas cette fois. La franchise de la question m'a prise au dépourvu. J'ai considéré mes options un autre déni, qui ne ferait qu'augmenter sa suspicion. Une vérité partielle qui pourrait désamorcer la situation, ou la vérité complète qui pourrait la pousser à des mesures désespérées. Je lui ai dit que je n'avais pas vécu dans la rue. Ai-je finalement dit, optant pour une version de la vérité qui excluait la promesse d'aide de Julien. Je lui ai dit que tu m'avais gardé dans le sous-sol. Mais je ne pense pas qu'il m'ait cru. L'expression de Rebecca était illisible alors qu'elle traitait cet aveu. Pourquoi ferais-tu cela? A-t-elle demandé, sa voix dangereusement calme. Après que je t'ai donné une chance de recommencer, d'avoir une sorte de vie à nouveau, pourquoi essaierais-tu de tout ruiner? La question révélait la déconnexion fondamentale dans sa pensée. Elle voyait ma libération comme un cadeau généreux plutôt que comme la fin tardive d'un acte criminel. Parce que c'est la vérité, ai-je dit simplement. Parce que ce que tu m'as fait est mal, Rebecca, quelle que soit la raison. Ce n'est pas si simple, a-t-elle dit après plusieurs kilomètres de silence.
Tu ne peux pas simplement réapparaître après 10 ans avec des accusations délirantes. Qui te croirait? Une femme disparue depuis une décennie réapparaît soudainement en affirmant que sa fille neurologue de succès l'a gardée dans un sous-sol. Contre mes préoccupations documentées concernant ta santé mentale, les emails et messages que j'ai montrant que tu prévoyais de quitter Springfield, les témoins qui témoigneront de ton comportement de plus en plus erratique après la mort de David, la façon clinique dont elle exposait son contre-récit étaient glaçantes preuves qu'elle avait passé des années à construire une défense hermétique. Julien m'a cru, ai-je dit doucement. Il a vu la vérité dans tes yeux quand il t'a regardé différemment. Le rire de Rebecca était cassant, dédaigneux. Julien vit le choc émotionnel de découvrir qu'il a une fille. Son jugement est compromis par le sentiment. D'ici demain, la pensée rationnelle se réaffirmera. Il reconnaîtra l'absurdité de tes affirmations. Mais sous son rejet confiant, j'ai détecté l'incertitude. Julien était une variable inconnue dans son équation soigneusement calculée. Alors que la nuit tombait et que les lumières de Springfield apparaissaient à l'horizon, j'ai soigneusement pesé mes options. Julien connaissait maintenant la vérité, avait promis de l'aide. Mais cette aide pourrait ne pas venir immédiatement, pourrait ne pas venir du tout si ses contacts policiers rejetaient ses préoccupations. Jusqu'à l'arrivée des secours, s'il arrivait, ma survie dépendait de garder Rebecca calme, de l'empêcher de prendre des mesures drastiques si elle se sentait acculée. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit, ni acceptant ni rejetant sa proposition de Seattle. Mais j'ai besoin de garanties, Rebecca. Une vraie liberté, pas une autre forme de captivité. Alors que nous entrions dans l'allée de la maison qui avait été à la fois foyer et prison, j'ai ressenti un frisson de reconnaissance. Rien n'avait changé à l'extérieur, la même façade coloniale, le même porche enveloppant. Mais je connaissais ce qui se cachait sous cet extérieur pittoresque, un sous le mur de béton marqué par 10 ans de traits, une porte renforcée de verrous, une petite trappe pour chat par laquelle mes repas avaient été livrés pendant une décennie. Nous parlerons plus demain, a dit Rebecca en coupant le moteur. De Seattle, de l'avenir. Pour ce soir, reposons-nous. Le lendemain matin, alors que Rebecca accélérait nos plans de départ, la sonnette a retenti de manière inattendue. À travers les panneaux de verre décoratifs, j'ai pu voir les silhouettes de 2 figures dans des imperméables sombres des policiers. J'ai ouvert la porte avant que Rebecca ne puisse m'arrêter. Madame Mercer, a demandé l'officier femme. Hélène Mercer. J'ai acquiescé, le soulagement menaçant de faire céder mes genoux. Oui, ai-je réussi à dire. Veuillez entrer. 5 ans après ma libération du sous-sol, je me tenais devant un groupe d'étudiants en psychologie, partageant mon expérience dans le cadre d'un séminaire spécial sur la récupération après un traumatisme. L'esprit humain est remarquablement adaptable, leur ai-je dit, ma voix ferme malgré la nature personnelle de ma révélation. Dans des circonstances extrêmes, il crée des structures et des routines, trouve du sens dans les petits moments, construit des ressources internes quand les externes sont indisponibles. Ce n'était pas la première fois que je parlais publiquement de mon expérience au fil des années. J'étais progressivement devenue plus à l'aise pour partager certains aspects de mon histoire dans des contextes professionnels. Non pas comme une sensation médiatique, mais comme une étude de cas sur les impacts dévastateurs du traumatisme et les possibilités de guérison par la suite. Comment avez-vous reconstruit la confiance après une trahison si profonde? A demandé une jeune femme, son expression sérieuse. Progressivement, ai-je répondu honnêtement. La confiance n'est pas une proposition tout ou rien après un traumatisme sévère. C'est un muscle qui s'atrophie en captivité et doit être progressivement renforcé par de petites expériences répétées de fiabilité et de sécurité. J'ai expliqué comment la présence constante de Julien, les limites éthiques de ma thérapeute et même la simple fiabilité de mon chat avaient créé une base pour reconstruire ma capacité à faire confiance. Après la conférence, Julien s'est approché depuis le fond de l'auditorium, attendant patiemment que le dernier étudiant m'ait remercié. Puissant comme toujours, a-t-il dit, me donnant une brève étreinte. Bien que je m'émerveille encore de la façon dont tu transformes quelque chose de si personnellement dévastateur en une expérience éducative si constructive. J'ai souri, rassemblant mes notes. Ça m'aide à donner un sens. Si ces 10 années peuvent contribuer à quelque chose de valeur pour la compréhension du traumatisme par ces étudiants, alors elles n'étaient pas simplement du temps perdu. Autour d'un café, notre conversation s'est tournée vers Rebecca. Elle est considérée pour une libération anticipée, a dit Julien.
Ses évaluations psychiatriques montrent des progrès significatifs, et son comportement a été exemplaire. La commission des libérations conditionnelles examine son cas le mois prochain. J'ai absorbé cette information lentement. Rebecca avait purgé 7 ans de sa peine de 20 ans. Le psychologue de la prison a soumis une documentation extensive de ses progrès de traitement. Et son travail à la clinique médicale de la prison a été reconnu comme un service communautaire exceptionnel. À quoi penses-tu? A gentiment demandé Julien. À propos de sa libération potentielle, j'ai soupiré, regardant par la fenêtre du café les étudiants traversant le campus. Je pense que 7 ans contre 10 ans semble cosmiquement équilibré d'une certaine façon. Bien que je ne croie plus en ce genre de justice cosmique. J'avais eu des années de thérapie pour dépasser ce genre de pensée magique, l'idée que la souffrance pouvait être quantifiée et équilibrée. Je pense que la garder en prison plus longtemps n'annule pas ce qui m'est arrivé, ne me guérit pas plus complètement que je ne me suis déjà guérie. C'est remarquablement compatissant, a observé Julian, sans surprise cependant. Il avait été témoin de mon mouvement progressif du traumatisme brûlé à travers la rage et le chagrin vers une compréhension plus nuancée. 7 ans sont une portion significative d'une vie, même si cela n'égale pas ta décennie dans le sous-sol. Et la prison elle-même est une forme de confinement qui lui donne peut-être un aperçu de ce que tu as vécu. Je vais écrire une déclaration, ai-je décidé. Sans nécessairement plaider pour sa libération, mais sans m'y opposer non plus. Un compte-rendu neutre de ma propre guérison, ma perspective sur ce que signifie réellement la réhabilitation. C'était une voie médiane. Ni la demande vengeresse de la victime pour une punition maximale, ni la supplication désespérée d'une mère pour la liberté de son enfant. C'était la réponse mesurée de quelqu'un qui avait passé des années à reconstruire une identité au-delà de la victimisation. Plus tard dans la semaine, en rédigeant ma déclaration pour la commission des libérations conditionnelles, j'ai revu le parcours des 5 dernières années. La récupération physique avait été la partie la plus simple, mon corps se renforçant progressivement grâce à une nutrition adéquate et des soins médicaux. Les dimensions psychologiques avaient été plus complexes, nécessitant des années de thérapie, pour aborder non seulement le traumatisme de la captivité, mais aussi les blessures plus profondes qu'il avait précédé mon silence pendant les abus de David, mes mensonges sur la paternité de Rebecca. Ce que j'ai appris, ai-je écrit, c'est que la guérison d'un traumatisme ne consiste pas à redevenir qui l'on était avant l'événement traumatique. Cette personne a disparu. La guérison consiste à intégrer l'expérience dans une nouvelle identité, une qui reconnaît les dommages causés mais n'est pas uniquement définie par eux. J'ai décrit mon travail professionnel avec des adolescents traumatisés, comment mon expérience personnelle informait mais ne submergeait pas mon approche thérapeutique. J'ai conclu par une déclaration soigneusement formulée. La mesure de la réhabilitation n'est pas de savoir si quelqu'un a assez souffert pour ses crimes, mais s'il a développé la perspicacité et les compétences pour garantir qu'il ne commette plus jamais de tels préjudices. Basé sur mon contact limité avec Rebecca Mercey, pendant son incarcération, j'ai observé une évolution significative dans sa compréhension de ses actions et de leur impact. Après avoir soumis ma déclaration, j'ai retrouvé Julien pour dîner dans notre restaurant préféré près du campus. Notre relation avait évolué au fil des années de sauveur, et sauvé ami puis à quelque chose de plus profond, une connexion construite sur une histoire partagée, un respect mutuel et le lien complexe d'être les parents de Rebecca. À 5 ans de liberté, a dit Julien, levant son verre pour porter un toast. Et à ce qui vient ensuite. J'ai fait tinter mon verre contre le sien, considérant le voyage qui nous avait amenés à ce moment. 10 ans dans l'obscurité, suivis de 5 dans la lumière, une fille perdue dans la rage et la vengeance, trouvant peut-être maintenant son chemin vers quelque chose qui ressemble à la rédemption. Une relation avec Julien qui m'avait donné une seconde chance d'amour et de connexion. À ce qui vient ensuite, ai-je répété, et je le pensais. Le sous-sol ferait toujours partie de mon histoire, mais ce n'était plus toute l'histoire. Il y avait des chapitres encore à écrire, dans la liberté, dans la lumière de ma propre main. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner.